Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Eliana. Bonjour Ève. Vous allez bien? Hello, yes. On continue nos 69 Français francophones. Franco-israéliens. Franco-israéliens, beaucoup ont fait leur alia. Parmi ces Français qui ont marqué l'État d'Israël, qui ont contribué à son rayonnement, à son développement. Et aujourd'hui, on va parler d'un grand monsieur, c'est souvent le cas, mais on va parler d'un grand monsieur qui s'appelait René Samuel Capel. Qui a un parcours, il a un peu touché à tout. C'est quelqu'un de particulièrement intéressant dont on va parler aujourd'hui. Alors, il faut dire qu'il est né en 1907 à Paris. À Paris, il est né Kapelovitch. Kapelovitch, ouais. Kapelovitch, René Samuel Capel. Il a raccourci ça. Il a raccourci ça, forcément. Il est né à une époque où il a vécu à une époque où quand on s'appelait Kapelovitch, c'était un peu compliqué. C'est plus facile de s'appeler Bocara. Ils n'étaient pas à Paris, les Bocara, à cette époque-là. Ah oui, Saint-Dié. Bon, alors, il va faire ses études au séminaire israélite de France, donc rue Vauquelin, et c'est ainsi qu'il devient rabbin. Rabbin en 1932. En 1932, donc il a 25 ans. Il va d'abord exercer à Belfort. À Belfort, dans l'Est. On remonte. Tous ces gens-là viennent de l'Est. Les plus grands de ce monde viennent de l'Est. Je suis émue, là, vite un mouchoir. Et puis à Mulhouse, et d'ailleurs à Belfort, la communauté ont témoigné dans un livre de son action chez eux, de ce jeune rabbin à l'époque. Alors, ils ont dit exactement, il a laissé dans les souvenirs celui d'un rabbin rassembleur des jeunes et de leurs parents, des juifs belfortins et des juifs qui fuyaient l'Allemagne et la Pologne. Il acceptait les invitations à dîner et choisissait alors son menu et son contenant. Il pratiquait le ski et descendait volontiers la piste Tassian du ballon d'Alsace avec les jeunes. Il chantait a cappella les prières juives qu'Alice Bloom avait mises en musique. Voilà, c'est beau, hein. C'était une jolie époque. Ouais. C'était avant la guerre. Donc on a dit en 1939, il va être élu rabbin à Mulhouse et forcément, il ne va pas exercer ses fonctions très longtemps puisque le 27 août de cette année-là, 1939, il va être mobilisé à Orléans. Donc on rappelle, il est quand même très jeune quand il devient le rabbin de Mulhouse. Mulhouse, c'est pas une petite ville, c'est important, la communauté juive de Mulhouse. Et pendant la guerre, en fait, il va être tout simplement aumônier militaire et il va se joindre au grand rabbin Henri Chili pour se rendre dans les camps d'internement du sud de la France. Exactement. Il va avoir une action assez importante là-bas. En août 40, il va apprendre que 7500 juifs allemands et autrichiens sont internés au camp de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Il va s'y rendre et va faire un rapport au rabbinat de Lyon. Et avec Joseph Weil, le directeur médical de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. L'OSE, pardon. Non, oui. Oui, non, mais quand on dit oser, tout de suite, c'est plus clair. Voilà. Il va organiser un parrainage de ses familles et il va organiser un sauvetage. Voilà, donc il va faire quand même énormément de choses. Et puis, il faut rappeler aussi que le rabbin Capel et le rabbin René Hirschler, ainsi que le grand rabbin Chaim Chili vont faire énormément de choses pendant la guerre. Et ils vont réussir en fait pendant longtemps à faire libérer des internés du camp de Gurs. Donc à nouveau, ce camp de Gurs qui fait partie de ces camps dans lesquels on avait interné des juifs qui n'étaient pas de nationalité française. Eh bien, il réussit donc à faire libérer 2000 personnes et il va faire aussi évader 1000 personnes en avertissant des familles juives que des arrestations imminentes sont prévues. Il aide à ce moment-là à faire sortir les enfants. Il va les faire cacher. Et cacher dans des particuliers ou bien dans des institutions. Enfin, faut s'imaginer, Daniel Haïk qui a écrit un livre sur le grand rabbin Chili, un livre qui doit sortir sous peu, raconte qu'une des particularités du grand rabbin Chili, et je pense que c'est cette particularité, on la retrouve chez tous ces rabbins de cette époque, c'est qu'ils n'avaient peur de rien. C'est-à-dire qu'on est au milieu de la guerre, tout le monde a peur de se faire arrêter, personne n'ose rien faire. Et ils mènent leurs actions. Eux, voilà, ils n'ont pas peur. Et c'est donc, on va le voir dans l'histoire du rabbin Capel aussi, puisqu'il va être menacé d'arrestation. Il est forcément recherché par les Allemands et il continue quand même à essayer de sauver un maximum de personnes et notamment d'enfants. À nouveau menacé d'arrestation
En 1944, il va essayer de fuir à Londres et va rencontrer un agent qui doit le conduire à Londres. Donc c'est censé être un agent de l'Intelligence Service, l'ancêtre de ce qu'on appelle le MI5. Voilà, mais en réalité c'est un piège. C'est un piège. C'est un double, enfin c'est quelqu'un qui plutôt cherche, qui est du côté allemand, et c'est comme ça qu'il va être, lui et ses compagnons. Il va tomber dans les mains de la Gestapo, il va être torturé rue de la Pompe exactement, dans le 16e arrondissement de Paris. Maurice Lobenberg qui est avec lui va mourir lui de ces tortures, et Capel va être incarcéré à la prison de Fresnes puis au camp de Drancy, et où va être déporté par le convoi numéro 79 le 17 août 1944. Je pense que c'est un des derniers convois. Voilà, tout à la fin de la guerre. Mais alors, c'est romanesque son histoire à Capel. Il va réussir à s'évader, il va sauter du train avec entre autres Jacques Lazarus. Et c'est ainsi qu'il arrive à Paris, le jour de la Libération. Le jour de la Libération, exactement. C'est fou. Alors ensuite, la guerre, donc c'est terminé. Il va continuer son action pour la communauté juive, puisqu'il va être aumônier de la jeunesse juive de 1945 à 1947. Puis, il va devenir le rabbin de Neuilly. Il va devenir le rabbin de Neuilly. Alors avant ça, il va être assez actif pour résoudre le problème de Laguna, René Capel. Donc, il faut rappeler que dans la tradition juive, une femme qui perdrait son mari, avant de pouvoir se remarier, on doit prouver que son mari est mort. Donc si son mari est mort dans des circonstances entre guillemets habituelles, où on a eu des témoins, où on le sait, où on l'a enterré, donc c'est plus facile. Mais imaginez-vous la situation de la Seconde Guerre mondiale, où on avait des milliers de femmes qui avaient perdu leur mari et on savait pas où étaient ses maris. Enfin moi je connais très bien ce sujet, puisque ma grand-mère était à Gouna à la fin de la guerre. On savait pas où était son mari. Bon, il y a toute une histoire derrière, on la racontera ça à une autre occasion. Mais donc lui, il s'est occupé donc de permettre à ces femmes de se remarier même sans preuve. En général, il fallait une preuve. En général, il faut deux témoins. Après la guerre, les rabbins dans le monde entier ont décidé qu'on rabaissait entre guillemets à un témoin. Ensuite, comment témoigner les nazis, par exemple, à plusieurs endroits avaient laissé des listes de personnes qui étaient mortes, donc ça suffisait comme une preuve. Mais il y avait aussi tout un travail. Par exemple, au Lutetia, on avait quand vous entriez à la fin de la guerre, vous entriez au Lutetia, il y avait des panneaux immenses sur lesquels les gens marquaient, il y avait des photos de leurs proches, les gens qui recherchaient. Enfin bon, il y avait tout un réseau qui était organisé pour essayer justement de trouver ces personnes et de régler ces problèmes. Voilà. Alors, on l'a dit, il va être nommé à la synagogue de Neuilly en 1948, le rabbin Capel. Et en 1950, il va établir avec Edmond Weil le CRITEF, le Conseil représentatif du judaïsme traditionnel. Alors, on ne peut pas finir de parler de lui sans dire qu'il était extrêmement sioniste. René Capel, qu'il a été nommé en 1949 consul adjoint d'Israël à Paris et qui va entamer une carrière diplomatique assez importante. Il va être ambassadeur d'Israël au Guatemala et dans plusieurs pays d'Amérique latine entre 65 et 69, puis il va être conseiller au ministre des Affaires étrangères en France. Voilà, et puis ensuite, il sera grand résistant, il va obtenir la médaille de la résistance. Pour toutes ses actions pendant la guerre. Et il sera officier de la Légion d'honneur. Il va décéder à Jérusalem en 1994, à l'âge de 87 ans, après une vie extrêmement bien remplie. Voilà, merci Eliana. Merci Ève. À bientôt. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.